Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette première journée du festival à l'école de l'Anthropocène 2026. 3 jours de débats, de tables rondes, d'ateliers, de masterclass pour réfléchir, pour penser et agir collectivement face aux grands bouleversements de notre époque. 3 jours durant lesquels Radio Anthropocène installe son plateau en direct chaque midi pour 1h30 d'émission. Et aujourd'hui, on retrouvera une lecture de Bérénice Gagne, Du droit de déambuler de Sarah Van Huxen aux éditions White Project, suivie d'une table ronde animée par Charles Soto intitulée « Le futur collisionnaire circulaire » ou « Comment repousser les frontières du savoir fondamental ». Mais on commence cette journée en compagnie d'Emma Merabé. Emma Merabé, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Emma, vous venez de publier un ouvrage aux Presses du Réel, Décentrer l'humain, éco-poétique des scènes contemporaines. Alors, c'est un ouvrage de théorie théâtrale, mais un ouvrage qui nous parle également du rapport que la société entretient avec son environnement, avec ce qui l'entoure et, in fine, comment cela se formalise dans la fiction et dans la mise en scène. Alors, Emma Merabé, ce lien entre art vivant et écologie, justement, vous le voyez à travers l'apparition du non-humain dans les mises en scène, non pas comme un décor, mais bien comme un actant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, absolument. Le point de départ de ce livre, de cette recherche, c'est effectivement de penser les liens entre art vivant et écologie et d'aborder ce rapprochement à travers les non-humains, dans lesquels moi j'incluais les matières, les objets, les animaux, les minéraux, les plantes, différentes forces et phénomènes naturels. Et tous ces non-humains au théâtre, généralement, ils sont décors ou accessoires. Sur les scènes occidentales, la scène, elle est constituée, composée de sorte à ce que l'attention du spectateur soit focalisée sur la présence centrale de l'humain et que tout soit mis au service de cette présence centrale. Et moi, ce qui m'intéressait, et je m'y suis intéressée parce que je voyais des œuvres où, justement, ces non-humains n'étaient plus des décors ou des accessoires, c'était de comprendre comment ils attiraient l'attention, comment ils devenaient des présences, comment ils devenaient des agents, effectivement, à part entière. Et à partir du moment où ces éléments non-humains ne sont plus des décors ou des accessoires et qui se mettent à agir, alors les histoires qu'on raconte ne sont plus les mêmes, les images qu'on forge ne sont plus les mêmes non plus. Et donc, quand vous vous intéressez au rapport écologique du théâtre, vous n'allez pas parler de pièces qui parlent directement d'écologie, ni même des enjeux écologiques de production et de diffusion. Pourquoi ce choix-là ? Effectivement, on pourrait, pour parler de ce potentiel écologique du théâtre, la première chose qui nous vient, ce serait de se dire je vais m'intéresser à des œuvres de théâtre qui parlent d'écologie, qui parlent de biodiversité, de pollution, qui soit dans une dimension, on va dire, pédagogique ou militante. On peut se dire aussi qu'on parle des modes de production, des modes de diffusion, des modes de construction des décors. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt une approche esthétique. Donc ni thématique ni pragmatique, mais de réfléchir plutôt aux formes dans esthétique, c'est l'idée de la sensibilité, c'est aussi l'idée des images, l'idée des imaginaires, l'idée de l'attention. Donc c'était aborder des œuvres qui ne parlaient pas directement de questions écologiques, mais qui précisément dans la manière de représenter les relations de l'humain avec les non-humains, dans la manière de représenter ces attachements, ces enchevêtrements, susciter une forme d'attention écologique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette attention écologique, justement, dans ces pièces de théâtre ? Ce qu'elles nous disent, alors c'est intéressant de dire ce qu'elles nous disent. En réalité, je travaille par ailleurs sur des pièces où la parole est presque absente. Qu'est-ce qu'elles ne nous disent pas ? Qu'est-ce qu'elles ne nous disent pas ou qu'est-ce qu'elles nous montrent. Elles déclinent, disons, différentes formes d'attention, de soins, d'égard, parfois de danger aussi. Elles nous montrent la disposition, ou les dispositions, c'est plus ça, les différentes dispositions qu'il faut travailler, mettre en œuvre pour précisément pouvoir écouter, répondre aussi à ces présences autres qu'humaines qui deviennent sur ces scènes de théâtre des partenaires de jeu. Elle nous parle aussi, ces fameuses présences non humaines qui m'intéressent, souvent c'est des tas de cailloux, des tissus, des choses qui sont, disons, assez déconsidérées. Et elle nous parle justement de la façon dont on peut renouveler le regard sur ces choses qui pourraient être considérées comme des objets de rebut ou comme des déchets. Justement, vous avez commencé à nous le dire, vous travaillez sur certaines pièces où l'humain est quasiment absent, voire totalement absent, ce qui est assez étonnant quand on parle de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu de votre corpus de recherche et de ces fameuses pièces où l'humain disparaît ? Oui.
c'est paradoxal d'imaginer un théâtre où l'humain n'est plus au centre, sachant que le théâtre, c'est le lieu des actions, des intentions, des émotions humaines. Donc le titre du livre, c'est « Décentrer l'humain ». Ça ne veut pas dire éradiquer ou supprimer l'humain. Il disparaît. Dans certains cas les plus radicaux, il disparaît et il est remplacé par un ensemble de matières, d'objets et d'autres agents. Ces œuvres-là dans lesquelles l'humain s'éclipse, disons, c'est des œuvres assez hybrides, celles sur lesquelles j'ai travaillé, qui mêlent le théâtre, la danse, la performance, les arts de l'objet, les arts de la marionnette. Parce qu'en fait, ce décentrement de l'humain, le modèle du décentrement de l'humain, c'est quand même les arts de la marionnette dans les arts vivants, qui mêlent aussi les arts numériques, les arts plastiques. Donc, un corpus assez... des œuvres, oui, vraiment des œuvres hybrides, mais qui ont en commun, donc je le disais, de décentrer l'acteur humain, qui ont en commun de travailler à son effacement. Et dans ces œuvres, la plupart des œuvres sur lesquelles j'ai travaillé, l'humain était encore là. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement les stratégies qui permettaient de détourner l'attention de l'humain au profit du non-humain. C'est quoi ces stratégies? Du coup, peut-être des exemples de mise en scène? Oui. Je prends un premier exemple qui est, disons, le plus radical, où là c'est facile puisqu'il n'y a pas d'humain. La chose la plus simple, donc, c'est de mettre sur la scène, je pense à une pièce qui s'appelle Evaporated Landscapes d'une chorégraphe danoise, Mette Ingvardsson, qui reconstitue sur une toute petite scène un paysage glaciaire avec uniquement des matériaux évanescents, des mousses, des glaces, des fumées. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est à la disparition progressive de ce paysage glaciaire sous l'effet de différents flux, forces et courants qui viennent faire disparaître ce paysage. Un autre exemple, où il y a encore une humaine, en l'occurrence, c'est une pièce qui dure 6h12. Alors, 6h12, c'est la temporalité des marées. C'est une pièce qui s'appelle Les marées sèches, également créée par une danseuse qui s'est demandé qu'est-ce que serait une danse non anthropocentrée. Et les réponses qu'elle trouve, c'est se dire, je vais mettre en scène avec moi des agentivités, des spatialités et des temporalités non humaines. Donc là, ces agentivités, ce sont des algues. Cette temporalité, c'est celle des marées, 6h12, temps du passage de marée haute à marée basse. Et ce décentrement, pour elle, il passe par un état de corps. Et quand je dis une disposition, c'est vraiment des états corporels, mais aussi des états attentionnels. Et là, plutôt une forme d'hypnose, une sorte de légère transe hypnotique qui la met dans une forme de retrait qui lui permet de cohabiter pendant 6h12 avec des mouvements extrêmement minimaux aux côtés de ce tas d'algues. Voilà, c'est un deuxième exemple. La question que je me pose, du coup, c'est où est la limite entre peut-être le théâtre et l'art contemporain? Est-ce que c'est encore du théâtre, ce genre de pièce? Ça, c'est une vraie question, en tout cas, qui est une des questions que j'aborde aussi beaucoup dans le livre, qui est cette hypothèse que le théâtre tend vers l'installation à mesure que l'humain s'y décentre. C'est-à-dire qu'on s'attend vers l'installation d'art contemporain où ce qui prime finalement, ce sont ces matérialités, l'animation de ces matières, de ces objets. Ça, c'est plutôt une question qui intéresse les chercheurs, puisque nous, il nous faut des outils, justement, en études théâtrales pour penser ces formes qui excèdent et qui dépassent nos outils habituels, nos concepts habituels pour penser le théâtre. Et vous me le disiez en préparant cet entretien, vous manquez d'outils, justement, pour penser ces nouvelles formes de théâtre. Comment vous l'expliquez que la recherche ne soit pas encore énormément intéressée à ces nouvelles formes de théâtre? Comme je le disais, parce que le théâtre, en tout cas en Occident, est un art foncièrement anthropocentré, qui repose sur les actions humaines, qui est aussi un lieu humaniste par excellence. Ouais. Donc il y a quelque chose qui va de soi. Quand on se dit oui, le théâtre, c'est le lieu des humains, de leurs actions, dans un cadre où justement le non-humain a toujours été au maximum exclu. L'art de la mise en scène, c'est aussi un art où on cherche à éradiquer tout ce qui pourrait être de l'ordre du hasard, de l'imprévisible. Donc les non-humains qui m'intéressent précisément, ils viennent introduire cette imprévisibilité. Donc ça, c'est une première chose qui fait que c'est le lieu par excellence de l'humain. Donc c'est un paradoxe, et je pense que ce qui fait qu'on s'y intéresse aujourd'hui, c'est du fait de ces questions écologiques, l'intérêt aussi de plus en plus qu'on porte aux questions matérielles, avec les nouveaux matérialismes, mais aussi c'est du coup des questions qui sont arrivées au théâtre et qui nous amènent à déporter notre attention de ces grandes questions qui étaient celles de la présence, de l'action humaine, du drame, même si elles reviennent, même dans ces formes désanthropocentrées, on retrouve ces grandes questions du théâtre, mais c'est pas évident. Et donc cette apparition des non-humains en tant qu'actants, vous nous le dites, ça participe à la production de nouveaux affects, de nouveaux imaginaires.
Quels sont ces nouveaux affects que ça soulève et imaginaires? Je vais prendre ici un autre exemple, l'exemple d'une pièce de Philippe Ken, qu'on associe très souvent, qui est un peu un modèle pour penser les liens entre théâtre et écologie. Philippe Ken, sa compagnie s'appelle le Vivarium Studio. Et précisément, il imagine que les spectateuristes observent la scène en entomologue, comme s'ils regardaient une petite boîte où des humains et des non-humains font des choses. Et souvent dans les pièces de Philippe Ken, c'est soit le monde est en train de disparaître, soit il a déjà disparu, soit il n'y a plus aucun oiseau. Donc, des choses qui pourraient créer beaucoup de désolation et de tristesse face à cet effondrement. Et à chaque fois, il essaye au contraire de cultiver des formes de dérision, des formes d'absurde, des formes de légèreté qui viennent déplacer ces affects qu'on associe immédiatement aux enjeux écologiques. Donc là, je disais la tristesse ou le désespoir ou la culpabilité. Et beaucoup de ces œuvres sur lesquelles j'ai travaillé travaillent à renouveler ces affects-là. En théâtre, souvent, on parle de la catharsis aristotélicienne, donc la terreur et la pitié. Ce sont ces deux affects dominants dans la tragédie. Et Aristote disait ça au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on peut... des chercheurs en éco-poétique disent que ces deux affects, pathos, ces deux, la terreur et la pitié, se sont mués en écophobie et en écopathie, et que l'anthropocène serait l'ère qui nous donne à éprouver ces deux émotions dominantes. Et dans les œuvres qui m'intéressent ici, au-delà de l'écophobie et de l'écopathie, on se met à éprouver tout un ensemble d'autres affects à l'égard du vivant, beaucoup plus légers, disons, qui peuvent être beaucoup plus légers. Et j'ai l'impression que votre recherche, elle présuppose un rôle performatif aussi du théâtre sur la société en faisant apparaître donc de nouveaux imaginaires. Et donc le théâtre détient en lui une capacité à faire évoluer nos univers d'action. Oui, le théâtre est intimement lié à la question de l'action et de l'action humaine. Je disais, la plus vieille question du théâtre, c'est la question de l'action. Et quand je parlais au tout début de l'idée du potentiel écologique du théâtre, donc on peut se dire le théâtre agit sur nos imaginaires, agit sur nos sensibilités, agit sur nos représentations. Ça, c'est une première chose. Mais il me semble aussi que le théâtre est un endroit pour réfléchir justement au contexte, aux modalités de l'action humaine, un endroit pour réfléchir à des alternatives. Et donc il y a un tout petit déplacement entre cette idée d'un théâtre qui agit sur nous et par ailleurs une action qui est toujours, à mon sens, limitée ou en tout cas difficile à percevoir. En revanche, se dire que c'est un lieu pour penser les actions, pour élargir aussi une conception un peu étriquée qu'on peut avoir de l'action. Au théâtre, dans la dramaturgie classique, agir, c'est vouloir agir. Ce qui est assez pauvre, se dire que l'action est une décision. Et moi, dans les œuvres qui m'intéressent, et toute la deuxième partie du livre porte précisément sur la question de l'action, de la dramaturgie, et la façon dont on construit et dont on agence des actions pour construire des récits. C'est voir comment il y a des formes d'actions improductives, des actions répétitives, des actions qui ne sont pas portées par les humains, mais des formes d'agentivité, d'animation qui sont dans la matière, des formes de faire ou de faire qui élargissent, encore une fois, une conception très, très étriquée de l'action humaine. Et aujourd'hui, ces réflexions-là, est-ce qu'elles sont partagées assez largement dans le milieu du théâtre, ou est-ce que ça reste encore des réflexions assez marginales qui tendent à se développer? Quel est votre regard en fait sur le théâtre en général? Pour moi, c'est des réflexions assez marginales puisque ces œuvres-là sont minoritaires. Donc, il n'y a pas encore c'est assez récent, en tout cas en France. La transition du monde du théâtre n'est pas encore tout à fait advenue. C'est ça. Pour moi, ça se joue depuis, disons, une dizaine d'années. Il y a je parlais tout à l'heure, les travaux de Julie Sermon sur ces nouages entre art vivant et écologique qui ont été hyper précieux pour la discipline, pour les études théâtrales. Les questions donc se déclinent, je disais, autant sur des questions esthétiques que des questions plus thématiques ou pragmatiques. Mais ça me paraît encore récent et le secteur se confronte pour moi un peu tout juste à ces problématiques. Donc là, je parle du secteur culturel en général. Après, dans le monde académique, donc il y a des petits groupes de travail, effectivement. Nous, à Lyon 2, ici au laboratoire Passage, on a le groupe Art et Humanité environnementale. On a des collègues à Pau qui travaillent plus sur l'éco-poétique, mais sont encore des choses plutôt marginales, j'ai l'impression. Parce que je ne l'ai pas précisé, vous êtes chercheuse donc au laboratoire Passage à l'Université Lyon 2. Tout à fait. Inversement, comment ces œuvres, donc si on reprend peut-être plus la question thématique, comment est-ce que les œuvres dramatisent nos relations humains, non humains, et quelle image elles nous donnent de notre société?
Cette notion de dramatisation, elle est très porteuse, je trouve. Dramatiser, c'est quoi? Dramatiser, c'est donner forme et donner sens. Et moi, je dis donner forme et donner sens à ce qui nous arrive. Et qu'est-ce qu'elle dramatise, ces œuvres? C'est quelque chose que je développe aussi plutôt sur la fin du livre. Pour moi, elle dramatise des formes de relations, des formes d'attachement. Et parmi les œuvres moi, qui m'ont le plus touchée dans celles dont je parle dans le livre, c'est justement des œuvres qui nous confrontent à des humains qui essayent soit de répondre à des forces plus qu'humaines. Il y a des pièces comme ça assez passionnantes, assez belles, je trouve, avec des déchaînements de phénomènes cataclysmiques ou avec des humains qui essayent de se mettre à l'écoute du chant de la dernière, du bourdonnement de la dernière abeille ou d'une voix un peu confuse de la nature. Et pour moi, ce qui est dramatisé vraiment, ce sont ces relations, ces attachements, ces enchevêtrements, cette dépendance en fait de l'humain et de son milieu. Et ça peut passer là par des exemples dont je parlais où on reconnaît des forces de la nature, mais ça passe aussi par des formes où on se dit là c'est étrange, il y a pas d'arbre, il y a pas de fleuve. Je vois juste des humains qui essayent de faire ensemble, de construire ensemble, de faire tenir ensemble une architecture éphémère. Et dans ces liens-là, dans cette manière de faire ensemble, pour moi, il y a aussi quelque chose qui est vraiment de l'ordre qui nous éclaire sur des manières de faire ensemble, d'habiter ensemble, de cohabiter ensemble. Eh bien, Emma Merabé, merci beaucoup. Donc, je le rappelle, vous venez de publier Décentrer l'humain, éco-poétique, des scènes contemporaines aux presses du réel. Est-ce que vous avez une actualité à nous partager ? À Avignon cet été au festival, si vous voulez poursuivre ces réflexions, il y aura une journée de table ronde le 11 juillet. Voilà, c'est ma prochaine actualité pour aborder ces questions écologiques. Et ce sera tout. Eh bien, on se retrouve le 11 juillet au Festival d'Avignon, du coup. Merci beaucoup. À très bientôt sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.